Bienvenue sur Mobility TV pour cette table ronde consacrée à la résilience des réseaux. Comment affronter les difficultés de développement, voire même la survie de son réseau lorsqu'on est responsable d'une marque. Quand la gamme vieillit, que les modèles tardent à être renouvelés, que l'argent manque et donc les moyens pour répondre à la concurrence, et que les meilleurs concessionnaires, quelquefois, jettent l'éponge pour aller voir ailleurs. Bref, comment se montrer bon skipper dans la tempête. On en parle avec Patrick Gourvenec, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Mitsubishi Motors France, désormais propriété de l'alliance Renault-Nissan. Avec nous également Sébastien Perret, bonjour. Vous êtes directeur Alfa Romeo et Jeep France. Berislav Kovacevic est avec nous. Bonjour Berislav. Bonjour. Solution VO bien sûr. Et Alexandre Guillet nous a rejoint. Alexandre, bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de l'Argus. Alors on va bien sûr évoquer ce qui va bien, ce qui va même très bien pour vous aujourd'hui, mais on va aussi évoquer ce qui allait moins bien il y a quelque temps, le parcours de vos marques en France et tout ce qu'il y a d'exemplaire dans justement la résilience de vos réseaux. D'abord peut-être un mot de l'histoire de la marque. Patrick Gourvenec, vous êtes quelque part une mémoire de l'automobile, vous connaissez très très bien les marques. Vous êtes, je le rappelle, ex-Hyundai et ex-Alfa, hein. Entre autres, hein. Entre autres choses. Hein. Et vous avez été aussi une grande figure du groupe Frey. Quel est le passé de Mitsubishi en France? Quelle est son histoire? Parce que ça n'a pas toujours été... Alors tout d'abord, Mitsubishi, ça a 100 ans. Oui. 100 ans l'année dernière. C'est quand même assez remarquable. 1917, bon, c'est vrai que ça fait un petit bout. Mais c'est 40 ans en France cette année. Donc c'est une marque qui a été emportée au départ par Sonoto, oui, qui a eu la chance d'être regroupée avec Porsche, donc il y a eu un positionnement en France qui était un peu différent des autres. C'était confidentiel. Hein. C'était confidentiel, mais avec le Pajero, avec le Dakar, avec le rallye, c'était une marque extrêmement présente sur le sport automobile. Très médiatisée au début des années 80. Oui, au début des années 80, et ça a vraiment bâti une vraie histoire. Ouais. Voilà, la marque Mitsubishi a une vraie histoire automobile, de passion, de compétition, de réussite. Et c'est en cause, en d'autres termes, c'est un héritage aujourd'hui qui est absolument fantastique. Oui. Dans quelle situation se trouvait la marque quand Nissan l'a rachetée? C'était il y a un peu plus d'un an, hein, c'est ça? Alors Nissan a repris 34% des départs de MMC. En France, moi j'ai deux actionnaires, hein, le groupe Frey d'un côté et MMC de l'autre. Oui. Donc c'est un virage. Je vais même considérer que c'est même pas un virage. C'est la marque Mitsubishi telle qu'elle existait n'existe plus. Oui. Il y a vraiment une rupture. Il y a un point de rupture qui est lié évidemment à l'arrivée de. Vous savez, la marque Mitsubishi c'est 1 million de voitures. Donc arriver dans une alliance de constructeurs qui en fait plus de 10 millions, ça change complètement le paradigme, ça change le positionnement, ça change. Donc on est dans une révolution. Pour vos clients. C'est d'où l'idée vraiment de positionner la marque en préservant son ADN. Hein. SUV, ça c'est évident. 4 roues motrices, c'est pareil, c'est un des plus. Et puis l'électrifier, et puis faire en sorte que ça corresponde un peu aux besoins aujourd'hui de mobilité en France. Ouais. Sébastien Perret, le passé d'Alfa. On va surtout parler d'Alfa. Centenaire. C'est voilà, autre marque centenaire, oui. Hein, j'ai noté, c'est 108 ans, hein, je crois. Oui. La marque a 108 ans. La grande époque des Alfa en France, c'était les années 70. L'âge d'or d'Alfa, on va dire que c'était les années 70, avec la fameuse Giulia qu'on disait sculptée par le vent à l'époque. Donc oui, c'était l'âge d'or d'Alfa où on comparait les Alfa et les BM. Donc ça a été un âge d'or. Il y a eu après des périodes plus difficiles. Où il fallait maintenir le cap, avec un plan produit, avec des produits plus vieillissants. L'important était de protéger les réseaux, de pouvoir leur donner une perspective. Et aujourd'hui, fort heureusement, grâce aux nouveaux produits, parce qu'il n'y a pas de secret dans l'automobile, hein, c'est quand même beaucoup le produit qui tire la croissance. Une fois que vous avez passé des moments durs, vous avez appris à résister, à optimiser tous vos coûts, que ce soit nous ou les distributeurs. Et donc, dès que vous avez de nouveaux produits, vous rentrez dans une nouvelle ère. Derrière chaque nuage se cache 1000 soleils. Et maintenant, magnifique. On est dans une ère de soleil. La marque est en forte croissance l'année dernière. Les trous d'air des années, alors quoi, 80, les années 90? Il y a eu différentes périodes, parce qu'après, vous savez, l'automobile, c'est un éternel recommencement. Ça dépend clairement du cycle de vie des produits. Il y a une période plus difficile. Moi, quand je suis arrivé il y a 5 ans, c'était une période difficile. Puisque il n'y avait plus que 2 modèles dans la gamme. À ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez absolument protéger les marges de votre réseau et les vôtres. Il y avait la fameuse mytho.
Oui, tout à fait, qui est toujours là. Et Milano Torino. Et vous savez que l'année dernière, malgré son âge, on a vendu plus de voitures, preuve qu'il peut avoir des cycles de vie inversés et qu'il n'y a aucune fatalité dans l'automobile. C'était mytho parce que c'est un échec, mais tous les constructeurs connaissent des échecs. En France, on a fait quand même des belles performances. Et il faut savoir quand même, et après c'est le cadre plus général pour nos distributeurs, parce qu'on parle de la France, c'est que le marché français est devenu dans cette crise le premier marché en dehors de l'Italie. Donc et la Mytho a eu son succès. L'année dernière, on en a vendu plus de 2000. Dans le segment 3 portes, c'est pas ridicule. Et après, il faut apporter des nouveaux modèles, bien entendu. Mais le plus important, dans ces moments-là, est d'essayer de maintenir un certain niveau de rentabilité, de profitabilité pour votre réseau, et d'apporter d'autres solutions qui ne sont pas forcément dans vos marques, parce que nous sommes tous dans des groupes. Et il peut y avoir des solutions. C'est pas vous qui décidez de la sortie, de la production des modèles. Mais on s'adapte. Voilà. Une stratégie vis-à-vis de son réseau de distribution, et on peut apporter des solutions dans nos marques, et aussi avec d'autres marques, parce qu'on a un portefeuille de marques, et je m'occupe de Jeep, qui a été aussi une solution pour aider le réseau dans les moments difficiles. Si on bondit sur les trous d'air, sur les manques de plans produits, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de fidèles parmi vos distributeurs qui disaient je ne sais pas quoi mettre dans mon showroom, mais en tout cas les clients attendent de la nouveauté. Comment ils ont survécu? C'est l'après-vente qui a tenu quand même grâce au parc roulant, parce que l'après-vente tient quand même généralement, quand c'est bien géré, entre 60 et 80% des frais fixes. C'est vrai, c'est pas forcément le cas. Est-ce que ça a été d'autres sujets qui ont permis de porter le réseau? C'est un ensemble. Est-ce que certains sont partis? On a eu très peu de casses, et c'était vraiment ma volonté. Il y a eu très peu de turnover parce que quand vous avez le virus alpha, et c'est vrai aussi pour nos distributeurs, ils sont amoureux de la marque. Et même quand c'est difficile, quand vous n'êtes pas amoureux, à la limite, au moindre moment difficile, ça s'arrête. Mais comme ils sont fondamentalement amoureux d'Alpha, parce qu'il y a une histoire, c'est une marque passionnelle, ils sont restés même dans les moments plus difficiles, et je les remercie. Là-dessus, après, les taux d'absorption de services dont vous parlez, malheureusement, dans notre réseau, sont à moins de 50%. Donc, bien entendu, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il y a une diversification qui se fait d'abord aussi sur le VO, parce que le VO a été un moment très important, et on a développé le VO dans les années difficiles. Et après, on a tenu nos marges. Ce qui est important, c'est aussi de tenir ses marges, tenir un certain nombre de volumes, et aussi d'apporter d'autres solutions. On a eu la chance d'avoir un portefeuille de marques dans le groupe, et notamment Jeep, qui à ce moment-là était en pleine phase de croissance, parce que vous regardez depuis 3 ans, Jeep est la marque qui se développe le plus. Donc on a apporté des relais de croissance, qui fait qu'au final, le réseau, après des années difficiles, a recommencé à gagner de l'argent, et cette année, depuis 3 ans, fait de l'argent. Patrick Gourvenec, les trous d'air de Mitsubishi, c'est quelle époque? Il y en a eu? Oui, il y en a eu. Ils ont été très liés d'abord à la fiscalité, l'arrivée des malus pour le Pajero. Les anti-4x4. Oui, bien sûr, ça a complètement, on va dire, pas arrêté, mais voilà, il y a eu des vrais freins. Oui. Il y a aussi on va dire mes prédécesseurs, il y en a quelques-uns qui étaient très inventifs, couper la France en 3, une partie rattachée à l'Espagne, une partie à la Belgique, Mitsubishi Europe sur Paris. Bon, il y a eu pas mal d'expériences comme ça qui ont été assez au départ, on va dire sur un PowerPoint, ça le fait plutôt pas mal, c'est marrant. Dans les faits, c'est une catastrophe. Donc il y a eu comme ça plusieurs choses qui cumulées ont fait que la marque est montée, descendue. Je dirais que le produit, faut comprendre que Mitsubishi, c'est une marque d'ingénieurs. Alors tout à l'heure, effectivement, tu parlais de passionnés. Bon, Mitsubishi, sont aussi des passionnés, mais Mitsubishi, c'est avant tout une marque d'ingénieurs. Et quand ils ont sorti d'abord la première voiture électrique en 2009 avec l'I-MiEV, quand ils ont sorti le premier PHEV plug-in hybride sur un SUV, c'était quand même une révolution, quoi. Donc ils ont vite compris que le CO2, ça allait être une cata. En tout cas, ça allait être une cata pour la planète, etc., qu'il fallait proposer d'autres solutions. Et ils sont arrivés avec un système qui était absolument incroyable. Par contre, ce n'étaient pas des gens du marketing. Ce n'étaient pas des commerçants. Donc c'est une des explications. Oui, c'est une des explications, parce que quand on a un produit qui est bien adapté, avec, on va dire, un virus de la marque qui est plutôt bien installé auprès d'un réseau de distribution, normalement, ça doit fonctionner, quoi. Mais bon, voilà, c'est Alexandre. Monsieur Perret, quand vraiment les temps sont durs, ce qui a été le cas pour la marque Alfa Romeo, en termes de méthode, vraiment prosaïquement, qu'est-ce qu'on fait pour tenir le coup, sachant qu'on a parfois de belles perspectives? Monsieur Marchionnet annonçait des plans alléchants, mais sur le terrain, il n'y avait pas de SUV à l'époque, il manquait pas mal de choses. Donc là, en tant que directeur de marque, quand on arrive devant son distributeur, au bout d'un moment, la confiance, j'imagine, s'érode un peu. Donc quelles sont les méthodes vraiment prosaïques qu'on met en place pour aider son réseau? Avant que vous répondiez, vous me dites si c'est faux. 2015, l'un des plus faibles volumes de vente pour Alpha depuis 50 ans en France. Mais pas forcément la moins bonne rentabilité, ce qui est important. Parce qu'à la fin... 2015 il y a 3 2015, ans. Oui, tout à fait. Mais malgré ça, je vous dis, à part 2
entre les changements d'opérateurs, on en a eu très très peu. Alors il ne faut jamais oublier le contexte de FCA, hein, parce qu'à un moment donné, c'est les d'autres relais de croissance, un distributeur va vendre plus de renegades et va s'adapter. Il y a une capacité d'adaptation et de résilience des réseaux très très forte et de s'adapter au contexte. Clairement, à un moment donné, il faut des perspectives. Et il y a eu des perspectives. On a aussi amené le réseau en 2015 pour montrer à Julia qu'elle est arrivée, donc donner un espoir, parce que l'espoir fait vivre, aussi simplement que ça. Et après, comme je vous le disais, c'est de montrer au quotidien que vous pouvez encore faire de l'argent. Parce que même si les marges sont tendues, il y a quand même un écart type dans la distribution en termes de rentabilité qui est énorme. Dans les temps durs, dans les bonnes périodes, comme la nôtre, on va dire, les rentabilités, quand on est à plus de 1%, vous avez des distributeurs à moins de très peu, et certains à 5, avec une moyenne autour de 2 à 1, qui est correct. Quand c'est plus dur, la moyenne va plutôt vers le 0, avec des gens qui descendent à moins 2, moins 3. Mais dans ces temps durs, il y a des gens qui sont capables, et des opérateurs qui font toujours 3-4 points de rentabilité. Donc ça veut dire qu'il faut aller gratter, et c'est ce qu'ont fait nos distributeurs, et nous aussi, parce que c'est la même chose sur les constructeurs, tous les coûts, aller à l'essentiel, être extrêmement pragmatique, c'est ce qu'a fait notre réseau, ce qu'on a fait avec eux. Et au final, aujourd'hui, on est extrêmement fiers d'avoir tous nos opérateurs avec nous, des opérateurs qui ont connu des périodes difficiles, qui aussi ont perdu de l'argent, mais aujourd'hui le récupèrent et font confiance pour l'avenir. C'est ça. Les derniers résultats, 1 point. On a annoncé 1,2, mais au-delà du pourcentage, qu'il faut se méfier beaucoup des pourcentages automobiles, parce qu'un opérateur, il est là, ce qui compte quand même, c'est la valeur absolue de votre bilan. Et par exemple, le distributeur moyen l'année dernière a dégagé plus de 200 000 euros de rentabilité. Donc c'est bien, et notamment aussi sur Alpha, qui est la marque qui m'intéresse, le chiffre d'affaires l'année dernière avec la montée en gamme a progressé de plus de 85%, et la rentabilité de plus de 100%. Alors bien entendu, c'est plus facile quand vous êtes petit, mais on a progressé et aujourd'hui, il y a une vraie rentabilité pour notre réseau. Alors, pendant les grands groupes de distribution, j'ai le plaisir de travailler chez PGA, mais Minifra Externe, on regarde plutôt même le retour sur capitaux propres investis. Et là, je pense que vous êtes peut-être aussi moins exigeant que d'autres en matière de standards. Donc oui, mais il faut aussi préparer l'avenir. Dans les moments difficiles, bien entendu qu'on a mis moins le focus. Maintenant qu'on a une nouvelle gamme et un plan de croissance fort, tout le réseau a changé d'identité. Vous voyez le réseau Alpha Jeep, ça n'a rien à voir avec le réseau d'il y a 2 ans, ce qui est une nouvelle identité visuelle totale, nouveau showroom. Mais on est pragmatique, c'est pas des terminaux à des millions d'euros qu'on a fait construire, c'est plutôt dans des centaines de milliers d'euros. Ça reste raisonnable, et c'est ça qu'il faut garder, c'est le bon sens et rester les pieds sur terre, même en phase de croissance. Patrick Gourvenec, objectif 6% de marge opérationnelle. Oui, alors ça c'est pour l'Alliance. Vos objectifs en 3 ans, enfin pour les 3 ans qui viennent, c'est multiplier par 5 les ventes, à peu près, le chiffre d'affaires plus 30% en 2020, et 6% de marge. C'est ça les objectifs. C'est à peu près ça. Alors, oui, c'est ambitieux. C'est ambitieux. C'est une feuille de route classique pour Oui, enfin classique, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, je vois sur les groupes de distribution, puisqu'on parlait tout à l'heure, ce sont des standards qui maintenant commencent à devenir importants. Il faut avoir une capacité à remettre, en tout cas, de l'énergie dans l'entreprise et dans les investissements. Donc, il faut arriver à ça. Maintenant, que ce soit au niveau de l'entreprise qu'au niveau d'un réseau de distribution, c'est une histoire d'homme, avant tout. Et c'est en ça où à la fois c'est compliqué et à la fois c'est, j'allais dire c'est assez simple. Non, c'est à la fois compliqué, il faut être très humble par rapport aux difficultés qui nous arrivent, et parce que bon, tout n'est pas rose dans le marché de l'automobile. On a le WLTP qui arrive bientôt. On a certainement des réformes plus profondes en ce qui concerne la digitalisation, etc. Qu'est-ce qu'on fait du diesel au passage pour les 2 marques dont nous parlons aujourd'hui Diesel, on arrête progressivement. Oui. ASX, on va arrêter fin d'année. Outlander, on arrête fin d'année. Oui. Donc il n'y en aura plus en 2019 du diesel chez Mitsubishi. Il y aura, en tout cas sur le VP, certainement pas. D'accord. Par contre, il y aura encore une fois une énergie alternative, ou en tout cas avec le PHEV, qui va nous permettre de chercher. Et chez Alpha, pour le diesel, on continue. Oui. On s'adapte. Par contre, les mix. Ça, c'est un vrai choix. On continue. Oui, on continue, parce qu'après, aujourd'hui, je vais vous dire, sur un Stelvio, c'est 90% des ventes. Donc, à un moment donné, il faut aussi être pragmatique. Il y a des solutions qui vont arriver dans le temps. À nous d'adapter les capacités industrielles, parce qu'il est clair que mois après mois, une Giulietta, il y a quelques années, c'était plus de 70% de vente diesel. Maintenant, c'est le mix inverse. Donc, on adapte. Mais ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ça va être progressif. Et on s'adapte. Et c'est une vision très parisienne. À Paris, oui, clairement. Ah, non, attendez, il y a des constructeurs qui arrêtent tout, y compris Porsche. Un jour, mais c'est dans 5 ans. D'ici là, c'est mois après mois, il faut le faire.
Vous êtes de cet avis? Parce que oui, le marché diesel, clairement, il est maintenant quasiment à étal avec l'essence. Voilà, il reste très présent sur le marché français. Les énergies alternatives, elles sont pour l'instant pas très développées. Ça reste modeste. Hein. Maintenant, si on veut voir un peu plus loin, je pense, mais ça c'est personnellement, qu'il faut se déterminer. Il faut se déterminer, il faut avoir un axe. Et l'axe, pour nous, c'est le PHEV, plug-in hybride. C'est une solution qui est une solution de bridge entre... Ou hybride rechargeable. Hein. Hybride rechargeable, excusez-moi, c'est hybride rechargeable. C'est-à-dire que c'est une solution qui, pour nous, est un pont entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui pourrait exister demain. Après, je suis pas devin, mais c'est une bonne transition. Alexandre ? Oui, monsieur Bourbonnec, vous avez parlé d'affaires d'hommes, de relations humaines. C'est vrai que c'est essentiel, encore dans l'automobile. C'est l'un des charmes, d'ailleurs, de ce secteur. Néanmoins, avec le programme qu'on vous a donné, vous cachez pas non plus aujourd'hui qu'il y aura un peu de chamboule-tout, que vous allez être obligé de reconfigurer le réseau. Donc il y a quand même aussi des moments où le ton se durcit et où il faut entre guillemets trancher. Ça peut se faire en bonne intelligence, certes, mais c'est un peu ce qu'on vous a fixé. Puis vous-même, on vous a fixé des objectifs, vous l'avez évoqué, qui sont particulièrement exigeants et difficiles à tenir. Alors c'est toujours et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est toujours une affaire d'hommes. Moi, je suis là pour essayer d'expliquer, convaincre les investisseurs, parce qu'on parle effectivement on parlait tout à l'heure de capitaux investis, mais on en est là. Je suis là pour, avec le constructeur, pour donner une vision de ce que pourrait être la marque dans les 2, 3 ans, 4 ans qui viennent, avec les productions européennes, avec des plateformes communes, etc. etc. Après, j'ai en face de moi que je respecte, des personnes qui ont de l'argent, qui sont libres ou pas de le mettre, mais il y a cet instant de vérité. Aujourd'hui, avec la marque Mitsubishi, avec les investisseurs, on est dans cet instant de vérité et on se dit les choses. Voilà, moi j'ai une vision, j'ai ça comme vision. Mon interlocuteur en face, il se dit oui, j'y crois, et dans ce cas-là, on y va ensemble, on s'accompagne. Ou j'y crois pas, et voilà, on trouve quelqu'un d'autre qui est un croyant et un pratiquant. Il faut les deux. Si on se résume, il ne nous reste que quelques minutes. Qu'est-ce que vous mettriez en tête de liste en matière de résilience? Le produit, le réseau, les hommes Quand on parle de résilience, généralement, c'est parce qu'il y a moins de produits. Donc le produit ne sera pas en tête de liste. Non, après, c'est les hommes. Après, dans ces moments-là, l'humain et la proximité que vous pouvez avoir aussi avec votre réseau fait la différence. Après, on parle de résilience des moments durs, mais pour la distribution, et même pour un constructeur, comprimer des coûts, c'est jouable. C'est aussi compliqué de croître, parce qu'à un moment donné, nous, on est dans une phase de croissance où là, on a besoin de beaucoup plus de fonds de roulement. Et il y a aussi des distributeurs qui ont du mal dans la croissance. Donc les deux sont complexes. Il n'y a pas un qui est plus facile, on se dit la résilience c'est très compliqué, les temps durs. Mais la croissance c'est aussi complexe. Quand vous avez besoin de... 50% des entreprises échouent en phase de croissance. Et c'est ça qui est souvent, parce que souvent on dit que la croissance tout va bien. Non, c'est aussi un autre type de pilotage, un type de pilotage où il faut clairement avoir des capacités financières. Et aujourd'hui, moi je vois sur le réseau Alpha et Jeep, c'est une nouvelle problématique. Et il faut l'adapter. Et certains groupes qui ont pu peut-être résister dans les temps difficiles, ce qu'il fallait comprimer, n'arriveront pas forcément à croître par rapport à des besoins de capitaux. Vous avez remarqué qu'on n'a pas prononcé le mot Internet depuis le début de la table ronde. Je parlais de digital, mais révolution digitale. Alors j'ai mal entendu. D'accord. Non, évidemment, ce sont les finances. Voilà. Et en tête de liste. En tête de liste. C'est le nerf de la guerre. Voilà, parce que on aura beau avoir toute l'énergie humaine possible, etc. En premier lieu, ce sont les finances. Évidemment, il y a quand même pas mal de groupes automobiles qui ont des finances. Bon, après, il faut les convaincre. Il y a la deuxième étape qui est effectivement l'humain. Il faut les convaincre du challenge et de l'intérêt d'investir pour la marque. Mais en tête, ce sont les finances. Et les ventes aux entreprises dans tout ça, c'est marginal chez vous? C'est en développement, fort développement, mais insuffisant encore parce qu'on est meilleur en particulier. Mais c'est souvent le cas des plus petites marques et des marques qui ne sont pas françaises. Parce que les marques françaises sont dominantes là-dedans, mais c'est des axes de développement qu'il faut travailler. Pour vous aussi? PHEV, plug-in hybride. Je pense que c'est la prochaine évolution par rapport au risque. Vous voulez dire dans les flottes? Oui, bien sûr, les valeurs résiduelles, on voit sur les diesels. Sur les TVS, les bonus-malus. On voit les valeurs résiduelles sur les diesels qui, sur le plan européen, chutent de 15 points ces derniers mois. Donc c'est quand même assez violent. Personne ne s'attendait à une telle dégringolade. Ah non, c'est clair. Dans les marchés comme l'Allemagne, c'est extrêmement violent. En France, c'est beaucoup moins. En France, c'est toujours plus mou dans les deux sens. Il n'y a pas de crise. Ça va venir, forcément. Oui, non, mais c'est une tendance de fond. Et les valeurs essence
performance augmente et hybride. S'il nous faut conclure, vos plans produits, qu'est-ce que... Bon, alors... je vous donne rendez-vous en juin. Oui, d'accord. Parce que M. Marken vous fera une grande déclaration et le nouveau plan triennal. Alors, avant les déclarations de M. Marken, qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui? Stelvio. C'est le succès. Stelvio. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent du SUV. Donc, c'était bien même en diesel. Même en diesel. Et chez Mitsubishi? Il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a pas mal de nouveautés produits, évidemment, assez séquencées. Meilleure vente pour l'instant L200, pick-up. Suivi de très près par la Spestar qui arrive à grande vitesse, et puis le troisième point, PHEV. Voilà, c'est trois véhicules. La petite citadine, la petite citadine, voilà, c'est ça. D'accord, Spestar. Parfait. Voilà. Merci, vive la résilience des réseaux. Merci. Merci. À bientôt sur Mobility TV.